Je vais rappeler ici les quelques notions d'élasticité qui sont nécessaires selon moi pour aborder le cours de structure masse. On va commencer par la notion de contrainte. On va considérer à l'intérieur de notre solide un petit cube de dimension élémentaire, dont les faces sont respectivement perpendiculaires aux directions du repère x, y et z. Les dimensions du petit cube sont donc dx, dy et dz. La matière située à l'extérieur du petit cube exerce sur le cube isolé des efforts qui sont différents sur chaque face, mais qui respectent évidemment l'équilibre du petit cube. Nous désignons par dfx l'effort élémentaire qui agit sur la face de normale x. Cet effort agit sur un élément de surface qu'on va appeler dsx et qui est égal à dy que multiplie dz. Nous dirons que le vecteur contrainte qui s'exerce en P étant le centre du petit cube, sur la face de normale x, est le vecteur cpx égal à dfx sur dsx. Il s'exprime, comme on le voit, en newton par millimètre carré, c'est-à-dire en mégapascal. Nous allons représenter ce vecteur cpx qui, comme on le voit, est collinéaire à dfx, puisqu'on passe de l'un à l'autre en multipliant par le scalaire dsx. La projection sigma x du vecteur contrainte cpx suivant la normale x est appelée contrainte normale. Quand cette contrainte est positive, on voit qu'il s'agit de tension, puisqu'elle vient tirer sur la face. Quand cette contrainte sigma x est négative, il s'agit de compression, puisqu'alors elle viendrait pousser sur la face. La projection du vecteur cpx dans le plan de la facette, représentée ici en bleu, a une composante suivant y et une composante suivant z. Les deux composantes sont respectivement appelées tau xy et tau xz. Ce sont les contraintes tangentielles. Leur signe ne permet, contrairement à sigma x, aucune interprétation physique. Mais voyez qu'il est nécessaire d'utiliser deux indices. L'indice x, parce qu'on est en train de parler d'efforts qui agissent sur la face de normale x, et les indices y et z qui nous renseignent sur la direction de l'effort. Tau xy, c'est l'effort qui agit sur la face x suivant y. Tau xz, c'est l'effort qui agit sur la face x suivant z. Nous venons donc de voir que le vecteur cpx a pour composante dans notre repère x, y, z, sigma x suivant x, tau xy suivant y, tau xz suivant z. On montrerait que le vecteur cpy, vecteur contrainte agissant en P sur la face de normale y, a pour composante sigma y suivant y, tau yx suivant x, tau yz suivant z. Enfin, le vecteur cpz agissant sur la face de normale z s'écrirait sigma z suivant z, tau zx suivant x, tau zy suivant y. Si nous écrivons ces trois vecteurs en colonne, l'un à côté de l'autre, cpx, puis cpy et enfin cpz, nous obtenons le tenseur des contraintes en P. Ce tenseur des contraintes contient toutes les informations qui sont nécessaires pour caractériser l'état de contrainte au point P. Nous avons dit précédemment que les efforts qui s'exercent sur les faces doivent respecter l'équilibre du cube. Quand on écrit du fait de l'équilibre que le moment en P de toutes les forces qui agissent sur toutes les faces égale 0, on obtient tau yx égale tau xy, tau zx égale tau xz et tau zy égale tau yz. La conséquence de l'équilibre est donc que le tenseur des contraintes est symétrique. Cela nous indique que pour caractériser l'état de contrainte en un point P de la matière, il faut 6 informations. D'une part, les 3 composantes de contrainte normale, sigma x, sigma y et sigma z. D'autre part, les 3 composantes de contrainte tangentielle, tau xy, tau xz et tau yz. Ces 6 informations sont les 6 composantes indépendantes du tenseur des contraintes. Le tenseur des contraintes étant symétrique, on sait qu'il existe une base U1, U2, U3, appelée base principale,
dans laquelle le tenseur des contraintes prend une forme diagonale. U1, U2, U3 représentent donc les normales aux facettes qui ne subissent pas de cisaillement. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, les contraintes normales qui agissent sur ces faces, sont appelées contraintes principales. Ce sont les valeurs propres du tenseur sigma p. Considérons maintenant un petit cube dont l'une des faces, par exemple la face de normale z, se trouve tangente à la frontière extérieure du solide. Si aucune sollicitation ne s'exerce localement sur cette frontière, nous pouvons dire que le vecteur CPZ est égal à 0. La conséquence est donc pour le tenseur sigma en P que la troisième colonne est égale à 0. Par symétrie, il en est de même pour la troisième ligne. On a donc ici la particularité de ce qu'on appelle un étalon de contrainte. Le tenseur des contraintes ne contient plus que 3 informations. Sigma x et sigma y, qui sont les contraintes agissant sur les faces de normale x et y, et tau xy, contrainte tangentielle agissant sur ces mêmes faces de normale x et y. Quand on se trouve donc à la surface libre d'un solide, là où n'agit aucune sollicitation, on a affaire à un étalon de contrainte, avec cette fois 3 informations seulement au lieu de 6. C'est la situation qu'on rencontre par exemple quand on dépouille des jauges de déformation, les jauges étant collées à la surface libre d'un solide. Mettons en place les contraintes qui agissent sur les différentes faces de notre échantillon. Sur les faces de normale x, par raison d'équilibre, nous avons les contraintes normales sigma x. Sur les faces de normale y, nous retrouvons la contrainte normale sigma y. Considérons la contrainte tau xy qui s'exerce suivant y sur la face de normale x. Elle est égale à la contrainte tau yx qui s'exerce sur la face y suivant x. Pour des raisons d'équilibre, il reste sur les 2 dernières faces les mêmes vecteurs opposés. Remarquez que quand on se place dans un angle, soit les 2 flèches correspondant au cisaillement s'éloignent de l'angle, soit les flèches correspondant au cisaillement convergent vers l'angle. Nous allons maintenant mettre en place les conventions pour tracer le cercle de Moore. Nous retrouvons l'échantillon précédent en situation de contrainte plane avec les composantes sigma x, sigma y et tau xy. Considérons une fibre, repérée ici 1, de direction x. Vous voyez que cette fibre subit une contrainte sigma x qui vient la tendre ou la comprimer selon le signe de sigma x et une contrainte tau xy qui l'attaque transversalement et qui vient donc la cisailler. Mettons en place un repère local associé à cette fibre. La direction U est la direction de la fibre. La direction V se déduit de U par une rotation de π/2 dans le sens horaire. La contrainte normale que subit cette fibre sera évidemment mesurée suivant U, et la contrainte de cisaillement sera mesurée dans la direction de V. De la même façon, considérons une fibre maintenant dirigée suivant Y. Cette fibre subit une contrainte normale sigma Y et une contrainte de cisaillement tau xy. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, nous allons mettre en place un repère local avec la direction U qui correspond à la direction de la fibre et la direction V qui se déduit par une rotation de π/2 dans le sens horaire. La contrainte normale sera mesurée suivant U et par convention, la contrainte de cisaillement qui s'exerce sur la fibre sera mesurée suivant V. Considérons maintenant une fibre qui fait un angle alpha avec la direction X. De la même façon que pour les 2 fibres précédentes, cette fibre subit une contrainte normale sigma, mesurée suivant U, et une contrainte de cisaillement, tau, mesurée suivant V. On a donc pour toute fibre, et donc pour tout angle alpha, un couple de valeurs sigma tau. Nous venons de voir que pour chaque fibre faisant un angle alpha avec l'horizontale, donc pour chaque valeur de alpha, eh bien nous trouvons un couple de valeurs sigma tau. Considérons donc maintenant un système d'axes sigma tau. Chaque fibre sera représentée par un point dans ce plan. La question est donc de savoir quel sera le lieu de ces points dans le plan sigma tau quand on fait varier alpha de 0 à pi, c'est-à-dire quand on considère toutes les fibres passant par P. Il est montré dans le cours que le lieu des points correspondant au couple sigma tau, quand alpha varie, est un cercle. Ce cercle est appelé cercle de Moore. Il est facile de repérer sur ce cercle le point correspondant à la fibre qui subit la plus grande contrainte normale sigma. Cette plus grande contrainte normale subit localement
par la matière est appelé major. On peut repérer également très facilement le point correspondant à la fibre qui subit la plus petite contrainte normale. Cette contrainte est appelée minor. Vous voyez que ces deux fibres ne subissent pas de cisaillement. Ces deux fibres ont donc pour direction les directions principales dont on a parlé précédemment. Major et minor sont les contraintes principales. On sait que ces deux fibres font entre elles un angle de 90 degrés. Or, on voit que les points sont espacés sur le cercle de 180 degrés. C'est donc une remarque importante ici qui nous dit que quand deux fibres sont distantes dans la réalité d'un angle alpha, les points représentatifs sur le cercle sont distants de 2 fois alpha. On peut également repérer sur le cercle les deux points représentatifs, ici en orange, qui correspondent aux fibres qui subissent le cisaillement maxi. Vous voyez que compte tenu de la remarque précédente, ces deux fibres sont à 45 degrés par rapport aux fibres qui subissent major et minor. Nous allons maintenant traiter un exemple.